Je ne sais pas toi, mais Novak Djokovic contre Yannick Sinner, c'est un petit peu la demi-finale qu'on avait tous coché lorsque le tirage au sort de l'Open d'Australie est sorti. Et cette dernière aura bien lieu. D'un côté, on a Novak Djokovic qui a eu un parcours semé d'embûches avec des matchs compliqués contre Prismic, Popyrin et son quart de finale contre Taylor Fritz, mais ça reste le maître incontesté de Melbourne, d'autant plus que quand il passe les quarts de finale, il est invaincu là-bas, 10 demi-finales, 10 triomphes. C'est dire, le défi s'annonce immense pour son adversaire Yannick Sinner qui lui a survolé les débats. En Australie, il n'a pas concédé le moindre set. Il a eu des matchs accrochés contre Khachanov, contre Rublev, mais à chaque fois, il s'en est sorti en étant très réaliste, en étant très bon. Et il confirme ses progrès de fin d'année où il avait fait cette finale aux ATP Finals, où il avait eu cette victoire contre Novak Djokovic à Turin, et également en Coupe Davis. Mais j'ai envie de dire, tout est à faire pour l'Italien parce qu'il n'a pas de vraie référence, de vraie certitude en majeur. Il a eu cette demi-finale à Wimbledon où il a eu un parcours vraiment bidesque, Safiuline en quart de finale, qui a ça pour se hisser en demi-finale. Là, ça a été un petit peu plus compliqué, mais tout est à montrer. Je pense que ce match, ça va être vraiment le révélateur pour l'Italien, savoir s'il est capable de matcher dans la cour des grands contre Novak Djokovic, le patron, le maître de l'Australie. Ça va être ultra intéressant. Est-ce qu'il peut relever ce défi? Personnellement, je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7. Je pense que la marche est encore un petit peu trop haute. D'autant plus que là, Sinner, il ne doit pas prendre 1 ni 2, mais bel et bien 3-7 au maître des lieux, au joueur serbe. C'est quasiment mission impossible pour lui. C'est pourquoi je mise sur une victoire de Novak Djokovic en 4-7. Je t'en dis pas plus et je t'explique tout ça après le jingle. Avant de parler de cette affiche qui nous fait saliver d'avance, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous accompagne tout au long de la quinzaine australienne. Qui dit pari dit activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Il faut être majeur pour parier. En passant par le lien qu'il y a en description, tu vas avoir accès à une offre de bienvenue. Ton premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, tu seras remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Imaginons que tu mets 20 € sur la victoire de Yannick Sinner. Si l'Italien gagne, ben tant mieux, parce que tu empoches la mise et en plus, tu as 20 € de free bet. Par contre, s'il venait à perdre, ben, tu aurais quand même 20 € de free bet que tu pourrais utiliser pour te refaire un petit peu. Un grand merci à Parions Sport de soutenir la chaîne pour cette Open d'Australie. On attaque tout de suite avec Novak Djokovic. C'est sa 19e participation à l'Open d'Australie, sa 11e demi-finale à Melbourne. Et comme je te le disais en introduction, il est invaincu à ce stade de la compétition, sachant qu'il comptabilise 10 titres là-bas. Si on regarde un petit peu la physionomie de ces 10 demi-finales, qu'est-ce qu'il en était? Cette fois, il s'est imposé sur un score sec 3-0. Une fois, ça fait 4-7 et deux fois, ça a fait 5-7. Donc globalement, c'est un stade de la compétition qu'il maîtrise plutôt bien. Et les stats sont complètement dingues concernant le joueur serbe, étant donné qu'il a au moins 11 demi-finales dans chaque tournoi majeur, ce qui fait qu'à l'Open d'Australie, à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, il comptabilise au moins 11 demi-finales. Franchement, chapeau l'artiste, parce que c'est pas donné à tout le monde. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est depuis son retour au plus haut niveau, c'est-à-dire depuis Wimbledon 2018, il a disputé 20 tournois du Grand Chelem, ce qui fait qu'il est allé 17 fois en demi et 15 fois en finale. Sur ces 3 absences, une disqualification, un abandon et une défaite en quart à Roland-Garros contre Rafael Nadal en 2022. J'imagine que tu t'en souviens, donc vraiment énormément de régularité. Le tout, la trentaine passée, franchement, c'est très très fort de la part du Joker. Et comme si ça ne suffisait pas, Novak Djokovic, il vise un 11e titre à l'Open d'Australie. Il est invaincu là-bas depuis 2018 et cette défaite en 8e de finale contre Yung Chung. Depuis 2011, il a perdu 3 fois dans le Grand Chelem australien contre Wawrinka en 2014, contre Istomin en 2017 et contre le Coréen en 2018. Au niveau de son parcours, ça n'a pas été de tout repos, comme je te le disais en introduction. Prismic au premier tour, Popyrin, Etcheverry, Manarino et Fritz, il a concédé 3 sets, un contre le Croate, un contre l'Australien et un contre l'Américain. Il a passé en tout 15 h et 18 minutes sur les courses. Si on reprend un petit peu le déroulé de sa quinzaine, ça a commencé très fort contre Dino Prismic, le qualifié croate de 18 ans, qui a embarqué Novak Djokovic dans un énorme combat de plus de 4 heures. Le jeune croate, on le sait, il est solide du fond du court, côté coup droit, côté revers. Par contre, il a un déficit de puissance et il manque de points gratuits au service face à un Djokovic en rodage qui manque également un petit peu d'agressivité dans des conditions lentes en début de tournoi, notamment sur son côté coup droit. Pour augmenter la vitesse dans ce compartiment de jeu-là, Dino Prismic, il a fait très mal à son adversaire. Il a utilisé la bonne tactique, jouer des balles longues, profondes au centre, ce qui fait qu'il n'avait pas donné d'angle à Novak Djokovic et qu'il avait du mal à être en mesure d'attaquer. Ces balles, c'était à lui de générer son propre rythme. On sait que Djokovic, il a du mal. On se rappelle de ses matchs contre Carreño Busta, contre Bautista Agut. C'est vraiment très compliqué pour lui et Dino Prismic, il a su en profiter, même si à la fin, c'est Djokovic qui s'en sort quand même. Mais ça a été un combat de 4 heures au second tour dans un autre registre contre Popyrin. L'Australien qui frappe très fort avec un bon service, un bon coup droit, mais des lacunes côté revers et qui n'est pas forcément celui qui se déplace le mieux sur le circuit. Ça a quand même fait 4-7 où il y a un premier set très propre de Djokovic. Le deuxième, Popyrin va breaker, va réussir à conserver son avantage jusqu'à ce qu'il serve pour le set. Il va se faire débreaker, il va rebreaker son adversaire avec un magnifique lob et ensuite il va se procurer 4 balles de set
dans le troisième set pour mener 2-7-1. Il y en a une qui est sauvée d'un ace par Novak Djokovic et le reste, l'Australien peut un petit peu s'en vouloir où il a trop forcé côté revers et il avait tendance à beaucoup slicer mais il ne gênait pas Novak Djokovic. Donc derrière, on le sait, l'orage est passé et Djokovic va dérouler contre le joueur australien. C'est beaucoup mieux contre Etcheverry et contre Manarino au troisième et quatrième tour, étant donné qu'on a retrouvé un petit peu plus de sérénité chez le Serbe avec un niveau d'agressivité bien meilleur contre Etcheverry. Vraiment, il a su faire la différence face à un Argentin qui a des lacunes côté revers, qui a un bon coup droit, un bon service, mais qui a une préparation très ample, ce dont Novak Djokovic a profité avec des frappes très longues, très profondes, pour lui priver un maximum de temps côté coup droit. Manarino, lui, il était cuit après ses énormes combats en 5-7, contre Wawrinka, contre Munar, contre Shelton. Il a mis juste 3 petits jeux. On a pu célébrer ces quelques jeux du Français où il s'est pris 2 bulles quand même dans les 2 premiers sets. Et il y a eu ce quart de finale contre Taylor Fritz, et on sait que Taylor Fritz, hormis en Australie, il ne prend pas des sets. À Novak Djokovic, il y avait 8-0 avant, il avait pris seulement 2 sets, c'était à Melbourne en 2021, et il a fait son match, l'Américain, honnêtement, parce qu'il a été très bon, déjà au service où il a sauvé énormément de balles de break, étant donné que la 16e fut la bonne pour Novak Djokovic. C'était son pire ratio où il a manqué de réalisme, mais pour la plupart, voilà, c'est quand même l'Américain qui les sauve. Il va en sauver dès son premier jeu, dans le premier set. Après, ça va se faire au tie-break. Il va même se procurer 2 balles de 7, Taylor Fritz, que Djokovic va sauver. Et derrière, il va rouler un petit peu sur le tie-break, comme à son habitude. Dans le deuxième set, Fritz va breaker d'entrée. Et là encore, Djokovic va se procurer des balles de débreak. Il ne va pas les faire, étant donné que Taylor Fritz va toutes les sauver. Mais c'est vraiment lui qui va les sauver dans le second set, parce qu'il en sauve 7. Donc il y en a un ace, 5 coups gagnants et une faute provoquée pour Novak Djokovic, donc ça a été très très solide. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce deuxième set? Que Taylor Fritz, il a très bien tenu la diagonale revers et surtout, il n'a pas hésité à attaquer le long de ligne. On sait, c'est vraiment une clé pour perturber Novak Djokovic. Et il s'est montré très solide dans ce compartiment de jeu-là. Donc ça a été très intéressant. Dans le premier set, il peut s'en vouloir parce que finalement, il aurait peut-être pu mener 2 sets à rien s'il fait l'une de ces 2 balles de 7. Mais Djokovic, malgré 48% de première balle dans le premier set, il va vraiment survivre avec la qualité de sa seconde balle, 64% de réussite derrière, où il était très offensif, justement pour pas que son adversaire s'engouffre dedans avec des balles très basses. Et voilà, la 16e fut la bonne dans le troisième set et ensuite Novak Djokovic a déroulé. On a vu l'écart physique entre les deux joueurs, notamment les compétences athlétiques, la partie défensive où Djokovic était beaucoup plus menaçant que Taylor Fritz. Il y avait des conditions très chaudes dans ce quart de finale et on a vu Djokovic souffrir un petit peu de la chaleur, avoir ce démarrage un petit peu lent, mais il a su faire la différence avec la qualité de son service. Seulement 27% de points gagnés à la relance par Taylor Fritz et également cet écart physique qu'il y a entre les deux joueurs, cette mobilité sur le court. Et on sait Taylor Fritz, il a tendance à frapper fort et à avoir une qualité de frappe beaucoup trop linéaire. Djokovic, il adore ça, il peut s'appuyer sur cette balle pour contrer, pour rediriger, pour changer de direction et c'est exactement ce qu'il a fait, même si Taylor Fritz a donné une belle opposition. Au niveau des statistiques à retenir pour Djokovic, c'est 69 aces, 64% de première balle, 79% de points gagnés derrière, 60% sur sa seconde balle, 37% de break convertis, donc forcément ça fausse un petit peu le réalisme du Joker étant donné que contre Taylor Fritz ça a été très compliqué, il a fallu attendre la 16e occasion pour breaker et le Serbe a été breaké 8 fois. En fait, nous, si tu ne nous connais pas, c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On a plusieurs contenus, les réactions, les pronostics, les analyses de tirage au sort. Et notre but, c'est vraiment de t'expliquer un petit peu ce qui se passe sur le circuit professionnel, d'apporter notre expertise pour justement te donner des billes de compréhension. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous plaît. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner. Et si notre contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à lâcher un pouce bleu. De l'autre côté du filet, ça sera Jannik Sinner, c'est sa 5e participation à l'Open d'Australie, au mieux quart de finale, perdu en 2022 contre Stefanos Tsitsipas où il n'avait pas existé face à un Tsitsipas ultra agressif. C'est sa 2e demi-finale en majeur après celle de Wimbledon 2023 où il avait eu un tableau vraiment bidesque avec du Galan, du Safiullin où il s'était un petit peu compliqué la tâche, notamment en quart de finale, mais là il a été beaucoup plus testé, il a de meilleures sensations, d'autant plus qu'il a passé un cap en fin d'année dernière, donc en fin d'année 2023, avec son premier titre en Masters 1000, c'était au Canada, et surtout cette fin de saison totalement dingue, avec des titres quand même à Pékin et Vienne, 3 victoires consécutives contre Medvedev. Il a eu cette finale aux ATP Finals avec cette victoire en phase de poule sur Novak Djokovic. Il perd certes en finale contre le Serbe, mais il va prendre sa revanche en Coupe Davis quelques jours plus tard. Mais pour moi, comme je te le disais en introduction, Jannik Sinner, il a encore tout à prouver sur ce format Grand Chelem. C'est 3 victoires contre des top 10, contre Zverev à Roland-Garros 2020, contre Alcaraz à Wimbledon 2022 et contre Rublev à l'Open d'Australie 2024. On sait qu'il peut performer en 2 sets gagnants, mais quid des 3 sets gagnants où à chaque fois il a eu des désillusions compliquées quand même contre des membres du top 10. C'est 16 défaites en majeur, 9 contre des membres du top 10 et surtout parmi ces 16 défaites, il y en a 7 qui ont été en 5-7. Donc c'est compliqué pour Sinner et il doit vraiment passer un cap au format Grand Chelem. Là, il a eu un parcours
plutôt facile sur le papier. VDZ, De Jong, Baez, Khachanov et Rublev, il n'a pas concédé le moindre set. Donc ça, c'est très solide de sa part. C'est le moins qu'on pouvait attendre de la part de l'Italien pour montrer qu'il avait passé un cap. Mais là, c'est vraiment le test ultime de Novak Djokovic. Il a passé 11h30 sur les cours. Et le fait de vraiment pas concéder de set, ça montre qu'il a taillé patron. Je pense notamment à ses 2 derniers matchs contre Khachanov et contre Rublev. Si on revient un petit peu sur sa quinzaine, ça a commencé contre VDZ, un match pas évident. On sait que le néerlandais peut être compliqué à manœuvrer. C'était un retour à la compétition pour Yannick Sinner qui a décidé de couper vraiment et de ne pas faire de tournoi de préparation. Il a pas mal arrosé quand même, 37 fautes directes, même s'il s'impose en 3-7. Il va lâcher une fois son service. C'était pas forcément un beau match parce que VDZ arrosait beaucoup aussi. Contre De Jong, facile en 3-7, pareil contre Baez qui n'a pas les armes pour embêter Yannick Sinner. Qui manque peut-être un petit peu de puissance, qui n'a pas un très bon service, qui fait que Yannick Sinner se régalait vraiment à la relance. Et c'est beaucoup plus intéressant contre Khachanov et contre Rublev. Contre Khachanov, ça fait un match en 3-7, tu te dis ok, plutôt simple. Pourtant, Yannick Sinner, il a sauvé pas mal de balles de break, sachant que son adversaire l'a breaké une fois sur les 10 occasions qu'il s'est procuré. Dans les 2 premiers sets, on a eu un Yannick Sinner qui n'a pas très bien servi, je trouve, avec quand même des pourcentages assez bas sur l'ensemble du match. C'est 54% de première balle, c'est vraiment à corriger s'il veut s'imposer, s'il veut aller un petit peu plus loin dans ce tournoi. Khachanov, bon, on sait c'est solide au format Grand Chelem, même s'il n'avait plus fait grand-chose depuis son quart à Roland-Garros, il revenait un petit peu, mais il est toujours extrêmement compliqué à manœuvrer. Yannick Sinner qui a axé le jeu sur son coup droit, parce que derrière Khachanov, le coup droit, il le jouait sur le coup droit d'Yannick Sinner et il pouvait vraiment attaquer le Russe, mais il y a ce manque de réalisme chez Khachanov et lui, Yannick Sinner, a été ultra clutch sur cette rencontre pour s'imposer en 3-7. Il en va de même contre Andrei Rublev en quart de finale à l'Open d'Australie où ça fait un match en 3-7 et pourtant le filet qui séparait les deux joueurs était assez mince qu'on voit au niveau des statistiques mais également dans le jeu. Donc on a deux joueurs de style similaire avec Rublev qui est très puissant, qui a énormément progressé côté revers, qui a une prise beaucoup plus haute, ce qui fait qu'il arrive à trouver beaucoup plus de constance et de puissance. Il a très bien tenu la diagonale, mais voilà, il y avait ce moment où il allait un petit peu à la faute et sur les points importants, c'est vraiment Yannick Sinner qui a pris le dessus, même s'il y a une interrogation quand même par rapport à ses abdominaux où dans le deuxième set, il s'est pas mal touché les abdos. J'espère qu'il n'y a rien de grave, en tout cas, il ne s'est pas fait breaker. Et pourtant, Yannick Sinner a dû sauver 8 balles de break, donc ça forcément chapeau parce qu'il a passé des bonnes premières ou derrière dans l'échange, il était plutôt solide. Après, je trouve que dans les 2 premiers sets, même s'il y a eu cette petite alerte physique, il manquait un petit peu de patience, notamment côté coup de draw. Il avait tendance à beaucoup trop surjouer dans les moments chauds où on sentait que ça partait pas forcément bien. Ça, il faudra vraiment corriger le tir. Après, ça a été très solide et notamment son tie-break du second set où Rublev mène 5-1. Tu te dis, c'est totalement relancé et derrière, il va t'aligner 6 points de suite pour s'imposer et prendre la deuxième manche qui va doucher un petit peu les espoirs d'Andrei Rublev qui a fait quand même un très bon match, même si lui, il adore les 4 quarts, parce que c'était son 10e quart, sa 10e défaite en quart de finale. C'était pas forcément la plus accessible. On se souvient plutôt de ce match contre Marin Cilic à Roland-Garros 2022. Mais il y a quand même beaucoup de progrès chez le Russe et derrière, perdre en 3-7 par rapport à ce qu'il a montré et cet écart mince entre les deux joueurs, c'est pas forcément mérité, sachant que Sinner a pris 68% des points sur son service contre 64% pour Rublev et à la relance c'est 36% des points gagnés par Sinner contre 32% pour Rublev. Donc ça se joue à rien de tennis et derrière l'addition est assez salée pour le Russe où ça fait 3-7. Il a du mal à passer ce plafond de verre malgré tous ses progrès. Ce qui est à noter quand même, c'est que sur les 2 premiers sets, Sinner gagne moins de 50% des points sur sa seconde balle. Il s'est fait battre dans les longs échanges de plus de 9 coups et surtout il n'allait pas du tout au filet pour conclure. Donc il était un petit peu trop conservateur je trouve dans son approche et il forçait un petit peu trop avec son côté coup droit dans les longs rallyes où il voulait en mettre vraiment pour terminer le point et ça ne lui réussissait pas forcément, où il aurait dû trouver un petit peu plus de patience. Concernant ses stats sur cette quinzaine, c'est 38 aces, 61% de première balle, 76% de réussite derrière, 61% sur seconde balle, 46% de break converti et 93% de break sauvé. Il s'est fait breaker 2 fois, une fois contre Khachanov et une fois contre VDZ. Après, je te le cache pas, depuis la fin de l'année dernière, Sinner a montré vraiment toute sa nouvelle panoplie. Il s'est étoffé techniquement, il sert beaucoup mieux. C'est vrai qu'il envoie bombe sur bombe. Dans les moments chauds, il arrive à trouver la bonne première. Dans son jeu, il est un petit peu moins conservateur. Avant, c'était juste un joueur puissant avec une frappe trop linéaire, un petit peu à l'image d'un Rublev ou d'un Fritz. Là, il a ajouté un petit peu de slice, des montées au filet, même si c'est pas forcément ce qu'il a mieux fait contre Rublev. Et surtout, ce qu'il est capable de faire, c'est de changer de direction sur son côté revers, où il avait tendance à s'entêter dans cette diagonale. Maintenant, il attaque longue ligne et ça fait vraiment la différence. Au niveau des face-à-face, il y a 4-2 pour Novak Djokovic, mais sur les 3 derniers face-à-face entre les deux joueurs qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle en fin d'année 2023, il y a 2-1 pour Yannick Sinner, sachant qu'il s'est imposé en phase de poule aux ATP Finals et à la Coupe Davis et que Djokovic a pris sa revanche entre deux en finale des ATP Finals. Ce qui est intéressant, c'est de revisionner ces matchs. Tu as celui en Coupe Davis
où Yannick Sinner va sauver 3 balles de match. C'est rare quand même de voir Djokovic perdre alors qu'il se procure des balles de match. Et après, il y a eu 2 matchs à Turin. Le premier qui fait 7-6 au troisième avec une victoire de Yannick Sinner où il a montré tous ses progrès, toute sa nouvelle panoplie, notamment au service, où il fait 60% de première et 74% de réussite derrière. Il se fait breaker une seule fois, mais également dans l'échange où il était en position offensive de façon quasi systématique. C'était lui l'agresseur, il tenait sa ligne, il dictait les échanges, que ce soit avec son coup droit, où il s'est montré beaucoup plus patient, il n'explosait pas forcément, alors que Djokovic, on sait qu'il a tendance à fixer le coup droit pour ensuite attaquer sur le revers, le côté ouvert, et également dans la diagonale revers, où Yannick Sinner, il a cassé cette diagonale en changeant de direction, en attaquant le long-ligne, et ça fait très mal à Novak Djokovic. En soi, dans ce match, Djokovic, il a trop laissé son adversaire dicter les échanges. Il a parfaitement corrigé quelques jours plus tard en s'imposant 6-3, 6-3, où Djokovic était dans la position de l'agresseur, où il a trouvé beaucoup plus d'agressivité dans ses coups, notamment côté coup droit, où en moyenne, ses coups droits étaient plus rapides que ceux de Yannick Sinner, 130 km/h, donc ça c'est assez fou, et il a vraiment privé, muselé son adversaire pour qu'il ne soit pas dans une position offensive. Comment il a fait ça? Il a attaqué plein coup droit et après il changeait de direction, il attaquait long ligne, ce qui fait qu'il le faisait déplacer systématiquement de façon latérale sur le coup droit, sur le revers, à chaque fois en reprise d'appui, et il était incapable vraiment de poser ses appuis ancrés au sol pour attaquer, ce qu'il avait parfaitement fait en phase de poule. Et là Djokovic a été tout simplement monstrueux, une masterclass également au service où c'était ultra solide, mais vraiment il a étouffé Yannick Sinner. Alors qu'est-ce que les deux joueurs vont devoir mettre en place pour s'imposer? Concernant Yannick Sinner, il va devoir très bien servir, passer au moins 60% de première balle, 54% contre Khachanov, c'est insuffisant contre Novak Djokovic. Pour le moment, ça porte bien ses fruits parce qu'il s'est fait breaker que 2 fois, donc vraiment trouver les bonnes premières au bon moment. Dans l'échange, dans la diagonale revers, il doit attaquer le long de ligne dès qu'il le peut pour mettre Djokovic en position délicate, en extension, et derrière pouvoir l'attaquer sur son revers. Côté coup droit, Yannick Sinner, il va devoir se montrer patient, ce qu'il n'a pas trop fait contre Andrei Rublev où il surjouait beaucoup. Dès qu'il y avait des longs rallyes, il tentait vraiment de raccourcir l'échange et ça allait souvent à la faute. Contre Novak Djokovic, tu dois être prêt à jouer de longs rallyes, donc à toi d'être suffisamment patient pour faire la différence. Et ensuite, ça va être important aussi de se ruer au filet dès que possible pour terminer le point, pour s'économiser un petit peu s'il ne veut pas rentrer dans un combat physique contre le Joker. Concernant Novak Djokovic, lui, toujours cette bonne qualité de première qu'il va devoir conserver comme il le fait depuis le début de la quinzaine, être le plus agressif des deux. C'est ce qu'on a vu en finale des ATP Finals, c'est lui qui dictait les échanges, c'est lui qui était l'agresseur, notamment avec la vitesse côté coup droit, où il mettait en difficulté Yannick Sinner sur son côté revers, derrière le déplacer latéralement, vraiment pour qu'il ne puisse pas poser ses appuis, qu'il ne puisse pas être en position offensive, le faire courir en permanence, être capable de changer de direction, donc forcément ça va passer par un très bon coup droit côté Novak Djokovic. Sur les secondes balles, il devra mettre la pression sur son adversaire comme l'a fait Andrei Rublev dans les 2 premiers sets où Yannick Sinner gagne moins de 50% quand même, donc là si Djokovic se régale au retour avec des retours longs profonds, ça peut faire très mal à Yannick Sinner. Le slice pour casser un petit peu cette diagonale revers avec des balles basses un petit peu différentes, changer le rythme, gratter un petit peu plus ces balles, monter au filet, faire des services volés pour varier un petit peu et apporter, on va dire cette variation supplémentaire que n'a pas forcément l'Italien pour le faire déjouer, pour perturber son rythme. Cela étant dit, qu'est-ce qu'il en est par rapport à mon pronostic? Je vois une victoire de Djokovic en 4-7 parce que rends-toi bien compte, est-ce que tu vois Yannick Sinner, prendre 3-7 à ce Novak Djokovic à Melbourne? Ça me paraît vraiment mission impossible. 1, c'est carrément jouable, je vois d'ailleurs un match en 4-7. 2, ça me paraît aussi faisable, mais 3, vraiment la densité physique que Novak Djokovic va imposer par rapport au jeu de Yannick Sinner. Est-ce qu'il est capable d'être patient durant 5-7, durant 5 heures avec son coup droit, ne pas aller à la faute, ne pas se frustrer, ne pas vendanger, ne pas forcer? Honnêtement, je ne le vois pas capable de ça. Sur un 2-7 gagnant, c'est possible, comme il l'a montré en fin d'année dernière, mais là, pour moi, c'est beaucoup trop exigeant pour Yannick Sinner et la marche sera peut-être un petit peu trop haute, lui qui n'a pas forcément de grands repères, de grandes références au format Grand Chelem, mais je vois quand même un match compétitif qui montrera tous ses progrès par rapport à Wimbledon. Et toi, qu'en penses-tu? Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire et dans tous les cas, on se retrouve ce mercredi à 20h pour parler de tous les quarts de finale et se projeter sur les demi-finales. Pour patienter, tu peux aller voir cette vidéo où Josh te présente toutes les pépites qui ont immergé durant cet Open d'Australie et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.